de conférences avec les speakers qui nous ont rejoints. Donc c'est l'été, on disait, hein, c'est que du bon, on est très bien dans cette salle. Et merci effectivement au Figaro Pro de nous accueillir ici. On va parler de l'avenir, mais pour parler de l'avenir, on va parler aussi du présent. Donc baisse démographique en 2050, comment continuer la croissance dans les années à venir. Donc évidemment, je vais vous présenter les intervenants qui m'entourent. Pour ma part, je suis Christelle Boisseau-Potier, journaliste. Et l'idée aujourd'hui, voilà, c'est parler de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, demain et après-demain, comment vous et nous, les établissements supérieurs d'enseignement privé et public, on va attaquer cette croissance parce qu'effectivement, l'étude qui vous a été présentée vous a montré les chiffres qui sont à la fois rassurants et pas rassurants. Une baisse de la natalité qui va faire effectivement une baisse ensuite des étudiants et pourtant il y en a de plus en plus. Donc comment jongler avec ces différents chiffres. On va parler également de ce qui nous attend certes en 2050 mais aussi demain en 2030 puisqu'on attend quand même plus de 3 millions d'étudiants. La baisse quand même de tout ce qui s'ensuit des process avec l'alternance. Comment on va pouvoir travailler sur cette baisse démographique? On parlait de fidélisation, d'hybridation des programmes, mais quid également de la concurrence, de rachat de campus, de partenariat avec les entreprises, de développement au national, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire, mais aussi à l'international. Bref, on va parler de tout un tas de choses. Et évidemment, l'idée, c'est d'échanger ensuite avec vous et avec nous sur cette partie-là. Alors, je vous présente tout de suite, sans plus attendre, les intervenants qui m'entourent. Je commence tout de suite par Estelle Lacadé, c'est ça ? Estelle Lacadé, qui est responsable des projets internationaux à l'ISRP, qui est l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. À ses côtés, Martine Maignan, responsable marketing et communication également à l'ISRP. À ses côtés, Samia Chakid, qui est experte dans les études supérieures à la FEDUC, donc ex-France Espagne Éducation, donc la FEDUC qui est un organisme d'accompagnement de projets supérieurs pour les étudiants. Et Sita Fadia, qui est président et directeur de Normandie Web School. Donc merci à vous pour être ici aujourd'hui pour parler de cette conférence, cette baisse démographique en 2050. Donc première question, je vous la pose à tous les quatre parce qu'elle est importante aussi pour commencer. Certes, on parle de 2050. On va évidemment acter sur tout ce qu'on peut faire, tout ce que vous pouvez faire pour continuer la croissance. Mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi de commencer par stabiliser les acquis ? Ce que vous avez déjà de points positifs et de renforts dans tous vos établissements. C'est-à-dire qu'avant de penser à demain, est-ce que l'idée, ce n'est pas de renforcer, d'optimiser et de stabiliser ce que vous avez déjà en votre sein, c'est-à-dire au sein de votre établissement? Donc, qui veut commencer sur cette... vous avez 4 heures. Non, je plaisante. Voilà, on a 1 heure, donc voilà, on va essayer d'acter tout ça. Donc voilà, quid d'aujourd'hui pour pouvoir mieux parler de demain? Qui veut prendre la parole? Allez, Madame Maignan. Ouais. Je prends le micro, il est allumé. Hein. Ouais. Bonjour à tous. Donc mon avis personnel, en tout cas à l'ISRP, c'est de... Vous m'entendez bien? Oui. Ok. C'est de renforcer les acquis, de capitaliser et d'optimiser sur ce qui fonctionne, en essayant constamment d'essayer d'apporter un petit peu d'innovation. On a l'exemple concret, par exemple, ils sont là en plus avec Magma. On a mis en place le système d'ambassadeurs. L'idée, c'est de constamment... donc ça fonctionne. Après analyse de retombées, les enquêtes de satisfaction, on voit que ça marche. C'est de faire en sorte d'ajouter à chaque fois un petit peu plus pour améliorer l'expérience et des étudiants et des ambassadeurs. Et ça, c'est le cas pour plein d'autres actions. Après, je vais faire une réponse un petit peu oui, non. Mais on peut aussi prendre des grandes décisions quand il le faut. On le voit avec la croissance aujourd'hui, avec les enjeux à venir. Il va falloir à un moment prendre des grandes décisions et donc ne pas rester sur ses acquis. Et donc ça signifie d'engendrer du changement, de mener de nouveaux projets. Et je pense que la clé, elle réside dans le fait de faire en sorte de fédérer l'ensemble des équipes pour pouvoir adopter une stratégie, une conduite de changement efficace qui permet de prendre la bonne tangente et les bonnes directions. Donc oui, c'est important de capitaliser sur ces acquis, c'est même essentiel. Mais c'est aussi indispensable de prendre des décisions quand il le faut, au vu de pouvoir industrialiser, se professionnaliser, recruter à grande échelle. On peut s'équiper d'outils type CRM
Et donc, c'est ce qui va permettre effectivement, quand une école n'a pas l'habitude de travailler avec un CRM, de prendre des grandes décisions. Et il faut que tout le monde soit partie prenante. Il faut que ça fédère vraiment tout le monde. Donc voilà. Qui veut compléter, Mme Chakil? Alors moi, je suis plutôt spécialiste sur l'Espagne, et non pas de la France, mais les universités espagnoles l'ont bien compris, tout ça. Donc ils ont un peu d'avance par rapport à la France aujourd'hui. Avec la Covid, ils ont quasiment tout digitalisé. Et ils vont en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, ils sont en capacité d'offrir des journées portes ouvertes, par exemple, en digital. Et c'est quelque chose qu'ils ont maintenu post-Covid, qu'ils ne faisaient pas avant, pour s'ouvrir sur l'international. Et comme le disait Madame, ils sont basés sur ce qu'ils ont et ils continuent à développer justement avec le recrutement vers l'international. D'accord, donc l'acquis et on continue et on va revenir sur le détail. Monsieur Dier. Oui, bonjour. Effectivement, comme on vient de le dire, il est important de vraiment consolider la base, ce qu'on a déjà, ça c'est important. Nous, en Normandie, donc je dirige la Normandie Web School, qui est une école web que nous avons créée il y a 8 ans. Nous avions constaté, parce que la Normandie est très vaste, hein, donc c'est vraiment une zone rurale, qu'on était confronté à des problématiques des étudiants qui étaient inscrits, mais qui se trouvaient ne pas pouvoir venir. Voilà, c'est une question de mobilité. Alors moi, avec mes équipes, on avait réfléchi, on s'est dit, bah, écoute, ce qu'on va faire, c'est très simple. S'ils ne peuvent pas venir à l'école ira à eux. Donc l'idée, c'est de consolider bien évidemment ce qui est déjà fait, d'asseoir une belle notoriété, et ensuite essaimer des petits campus un peu partout là où il n'y a pas d'offres. Donc voilà, donc, on va en parler tout à l'heure, mais en tout cas, un des axes de développement, un des leviers que nous avons, c'est d'ouvrir des petits campus un peu partout en Normandie. Donc là, par exemple, en septembre prochain, on ouvre un nouveau campus au Havre, qui est notre deuxième campus. Il y en a d'autres qu'on est en train de réfléchir. Voilà, mais effectivement, comme on vient de le dire, il faut, avant de vouloir se développer, d'avoir une base qui est déjà assise, consolidée et efficace. Donc vous l'avez tous dit, on va consolider la base, mais effectivement, on va acter sur des actions plus développées. Alors, est-ce que la difficulté que vous rencontrez aujourd'hui, on va revenir dans les détails des actions, mais est-ce que, parce que souvent quand on parle avec vous, la première chose qui vient dans le dialogue, c'est depuis la crise sanitaire, les mentalités ont changé, les étudiants sont différents. Voilà, enfin, en tout cas, les priorités ne sont pas mises forcément toujours là où elles étaient avant. Donc, est-ce que la difficulté première, c'est de ne pas se dire on ne va pas forcément tenir compte de cela pour, entre guillemets, les éduquer malgré eux et faire des actions qui font que, ou au contraire, on va être obligé de s'adapter à cette nouvelle mentalité, mais du coup, double effet qui se coule qui n'est pas dans le bon sens, ça va nous arrêter dans certaines actions. Parce que si aujourd'hui un étudiant met des priorités là où vous, au départ, vous ne les avez pas mises tout de suite, c'est-à-dire voilà, acter sur un déploiement. Alors on voit on parlait des logements tout à l'heure, mais on y reviendra. C'est peut-être difficile de se déplacer, ou alors on va plus vouloir faire de l'international parce qu'on a mis des priorités sur la qualité de vie, le bien-être, etc. Donc est-ce que ça, c'est une donnée qu'il faut absolument prendre en compte au départ en tout cas, ou au fur et à mesure, et puis vous ferez vos actions en fonction de ce que vous pensez effectivement pour la croissance de 2030 puis 2050. Alors, pour ce qui nous concerne, nous, je pense qu'il faut accepter qu'on a fait notre temps et que c'est leur monde à eux. Certes, on va les éduquer, mais je vais prendre un exemple sans citer. Vous avez entendu il y a quelques années un incendie qu'on a eu à Rouen. Voilà, explosion, on est encore dans les problèmes. Cette entreprise-là, que je ne vais pas citer, hein, pour ne pas faire de la délation, on a eu des offres d'alternance. Aucun étudiant ne veut y aller. Parce que ce ne sont pas les valeurs qu'ils prônent. Donc il faut qu'on accepte que c'est leur monde, ils ont des valeurs. Effectivement, la Covid a accéléré encore les choses. Ils ont d'autres aspirations. Nous, on a des étudiants, on a là, ne serait-ce qu'avant-hier, des offres fermes d'alternance. L'étudiant dit non, c'est trop loin. Je ne veux pas y aller. C'est 45 minutes, oui, mais 45 minutes, nous, on quittait Paris pour venir à Rouen, ou etc. Mais non, ils ne veulent pas. Et donc, ils privilégient leur qualité de vie. Ils ont d'autres valeurs qui ne sont pas les nôtres, donc il faut l'accepter. J'ai pas autre chose. Effectivement, il faut les éduquer. Après, bon, il ne faut pas exagérer.
leur montrer en tout cas ce qui est bien pour réussir, les éduquer, etc. Mais parfois, il faut savoir reculer et dire, bon, ok, respecter en tout cas leur décision. Alors, quelqu'un veut rebondir sur les promos? Alors, après, je te laisserai parler, Estelle. Mais c'est vrai que ce qu'explique M. Dia est un vrai phénomène, surtout au niveau de l'alternance. Et après, il y a aussi deux choses à prendre en compte. C'est qu'en tant qu'institut, enfin, en tant dans l'enseignement supérieur, on a les étudiants qui sont au sein de l'établissement, avec qui il faut faire. Et on a aussi les prospects qu'on veut faire entrer dans nos établissements. Pour les prospects, effectivement, la Covid a changé énormément de choses et on a dû s'adapter et changer nos méthodes de promotion et de recrutement. Donc, c'était des JPO en 100% distanciel. Et on s'est rendu compte qu'en fait, avec des JPO en distanciel, effectivement, ça va être plus attractif. On va avoir vraiment beaucoup plus d'inscriptions. Mais j'ai l'impression que ça engage quand même moins parce que ça ne nécessite pas de se déplacer et c'est moins compliqué. Ensuite, pour les étudiants au sein de l'établissement, il faut aussi s'adapter. Donc, on parlait de l'hybridation des programmes tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important dans la mesure où c'est possible. Hein. Mais chez nous, par exemple, à l'ISRP, on a les cours sont obligatoirement en présentiel, mais on met en place, par exemple, du blended learning qui permet aux étudiants, donc on va essayer de s'adapter quand même à eux, puisque on est dans un monde de digital, enfin tout est digitalisé. Et donc l'idée, c'est de pouvoir leur permettre de suivre des cours en présentiel et de les outiller avec des outils en distanciel pour être mieux accompagnés et mieux suivre leur programme. Donc c'est vrai que cette problématique de digitalisation est très importante. Alors justement, maintenant, point par point, parce que pour donner des idées et pour discuter ensemble de ces solutions pour la croissance, vous l'avez dit à l'instant, Mme Maignan, c'est ceux qui sont là et qu'il va falloir aussi, évidemment, chouchouter, être dans un gros cocooning de croissance aussi, parce que ces étudiants qui sont dans vos établissements actuellement ont des frères, des sœurs, des cousins, voilà, qui vont arriver aussi sur le marché, et puis les prospects qui arrivent en tant que candidats. Donc, quid de l'opération de séduction que vous faites en ce moment, et puis dans les années à venir, les mois, les semaines, pour essayer de pallier cette croissance démographique voilà, qui est un peu moindre. Quelles sont les grosses actions? Donc, on va revenir point par point, puisqu'on va parler de l'international, du national avec les campus qui vont se déployer sur tout le territoire, le rachat de campus, effectivement. Parfois, ça adossé aussi à un autre établissement ou une grande école, des partenariats. Donc, peut-être, Madame Lacadé, on va commencer par les SRP. Quelles sont les 2-3 grosses actions qui sont mises en place pour aller vers cette croissance, en tout cas pour pallier cette baisse démographique? Alors en tout cas, moi je peux parler du coup de la partie internationale. Nous on a mis en place depuis 2015 une stratégie de développement à l'étranger en plusieurs étapes pour permettre à terme de recruter des étudiants internationaux à l'ISRP. Alors en plus de cela, la difficulté pour nous, c'est qu'on est dans le domaine du coup du paramédical, donc de la santé. Donc on a certaines contraintes. Et du coup, voilà, donc notre stratégie, c'est dans un premier temps de s'adresser à des professionnels de santé à l'étranger pour du coup les former en formation continue. Derrière, une fois cette étape passée, c'est avec ces professionnels de santé du coup basés à l'étranger, nous on a beaucoup démarré en Asie notamment, c'est de fidéliser ces personnes et de trouver avec eux des partenariats publics ou privés à l'étranger. Et derrière, de faire venir des étudiants qui auraient une licence dans le domaine de la santé et qui seraient intéressés pour venir du coup étudier à l'ISRP. Et donc ça, c'est dans un deuxième temps, du coup, les faire venir du coup à l'ISRP pour étudier, pour faire des études plus longues que de la formation continue. Et la troisième étape, c'est derrière de développer des campus aussi à l'international. C'est-à-dire une fois que ces personnes sont formées ici en France, c'est après d'utiliser ces ressources nouvellement formées pour qu'elles deviennent nos ambassadeurs aussi à l'étranger et qu'on puisse créer des partenariats, créer éventuellement des bachelors, créer des masters à l'étranger
et les recruter aussi directement sur place. Donc pour ce faire, on a mis plusieurs du coup, choses en place, notamment par la création de bureaux de représentation. Notamment le tout premier, ça a été en Chine. Établir des partenariats ou en tout cas des connexions avec les autorités locales, mais aussi avec l'ambassade de France, avec Campus France, on en a parlé tout à l'heure, pour pouvoir aller sur des salons Campus France, pouvoir recruter les étudiants. Donc miser sur, on part à l'international, mais on va aussi accueillir l'international. Oui, il va y avoir une diversité aussi des promotions à l'intérieur de l'établissement. Oui. Donc là-dessus, pour attirer et montrer aussi que les programmes sont en anglais dans ces cas-là. Alors la particularité pour nous, puisqu'on a démarré en Chine, c'est que nos programmes sont entièrement traduits en chinois, puisqu'on s'adresse finalement à des professionnels de santé qui n'auront pas pour vocation de rester en France, puisqu'ils ne pourront pas pratiquer. En tout cas, dans le domaine de la santé, il faut avoir suivi le cursus entier en fait, pour pouvoir exercer en France. Et du coup, on a mis en place, en tout cas, ça fait depuis 3 ans, qu'on a mis en place un master qui s'adresse à des étudiants de licence en réhabilitation chinois ou à des professionnels de santé. Et donc, ils viennent se former pendant 1 à 2 années sur un master intensif sur 1 année ou sur un master en 2 ans. Et la totalité des cours sont traduits en chinois. Parce que l'objectif derrière, c'est qu'ils repartent avec des compétences spécifiques, des compétences, alors nous, en psychomotricité. Et une fois ces compétences pratiques acquises, qu'ils puissent retourner dans leur pays et développer cet aspect-là assez technique. Et après, l'idée derrière, c'est de développer des campus, développer des licences, des masters et éventuellement des campus en psychomotricité. Donc à l'international, à l'instar de Mme Chakib, vous, c'est plutôt en Europe, puisqu'on parlait de l'Espagne à l'instant. Donc le déploiement à l'international, ça c'est une valeur sûre, une valeur actée de l'étudiant qui veut aller voir ailleurs un peu ce qui s'y passe et qui va optimiser son parcours grâce à ça. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, en France, il y a des étudiants qui se voient dans l'obligation de... Ah, vous m'entendez bien ? En France, aujourd'hui, il y a des étudiants qui se voient dans l'obligation, si je peux dire, de partir étudier à l'international, notamment les étudiants dans le domaine de la santé, tout ce qui est médecine, dentaire, etc., parce qu'il y a des échecs en France. Et ils font le choix de partir à l'international. Donc, parfois, c'est par obligation pour réussir leur objectif professionnel. Et il y en a d'autres où c'est vraiment par choix. Ils ont besoin de cette internationalisation. Et ça, les universités et les écoles en Espagne, notamment, l'ont bien compris. Les universités publiques ont déployé beaucoup de partenariats, comme par exemple l'université de Grenade dans le sud de l'Espagne avec le Maroc, où ils offrent des bourses par exemple aux étudiants marocains, pour attirer justement plusieurs étudiants marocains dans cette université. Les universités privées font appel à des agences comme la nôtre pour attirer des étudiants français vers la leur, pour faire la promotion à l'international. Aujourd'hui, vous allez dans un salon de l'étudiant, dans le salon du Figaro par exemple, vous allez trouver automatiquement à minima 1 ou 2 écoles espagnoles qui fait la promotion pour l'Espagne. Donc la partie internationale à la fois proche et puis plus lointaine pour attirer les étudiants. Mais il n'y a pas que l'international. Donc Monsieur Dia, tout à l'heure, vous avez évoqué le déploiement au national parce qu'on l'a dit d'emblée, il y a une partie des étudiants une grosse partie des étudiants qui se disent séduits par l'international, mais encore faut-il aussi pouvoir partir. Mais l'idée aussi, peut-être pour pallier cette baisse démographique, c'est de proposer une proximité peut-être sur l'ensemble du territoire aux étudiants. Exactement. Alors, nous, on axe notre développement donc, sur le local, donc en région. Sans oublier, bien évidemment, le national, mais pour cela, on noue des partenariats avec des écoles nationales. On peut le citer EMI, par exemple, l'école nationale qui est à Paris, ou F2I avec qui on était en partenariat. Donc, on veut, comme je le disais tout à l'heure, donc asseoir une belle notoriété en local, donc en région normande, mais aussi nouer des partenariats avec de grandes écoles
Sur Rouen, nous avons Neoma, hein, qui a une belle notoriété, qui est une très très bonne école, avec qui nous sommes en discussion actuellement, qu'on connaît très bien, pour développer des programmes communs. Donc, oui, local, mais aussi, on voit pas international, pas pour le moment. Hein, je pense que nous, en tout cas, de notre veille, on voit qu'il y a assez à faire pour ce qui nous concerne. On est une petite école, hein, donc ce levier-là, créer des campus, de nouveaux campus un peu partout en Normandie et nouer des partenariats avec d'autres grandes écoles. Aussi, diversifier les offres. On est une école web, mais nous sommes en train de réfléchir sur apporter d'autres programmes qui nous permettent aussi d'attirer d'autres étudiants. Donc il y a trois leviers. On va parler des offres juste après, mais juste pour ce chapitre de déploiement national, vous venez de dire nous sommes une petite école parce qu'évidemment les données sont différentes selon la taille de l'établissement aussi, mais la volonté là c'est de rester une petite école à taille humaine et de pouvoir déployer ça à côté d'une autre marque dont vous parliez. Alors, tout dépend. J'ai dit une petite école parce qu'on a été créé il y a 8 ans. On a en moyenne tous les ans 200 étudiants, donc on n'est pas à l'échelle 1000, 2000, 3000 étudiants. Donc c'est pour ça que j'ai dit petite école. Après, tout dépend où est-ce qu'on met le curseur. Mais si je prends l'exemple, l'année prochaine, on ouvre un nouveau campus au Havre. Donc d'ici 2 ans, on double, on passe de 200 à pratiquement 400, on met 3 masters, 7 masters. Donc très rapidement, à l'horizon de 2, 3 ans, voire 4 ans, on va atteindre 500, 800, voire 800 étudiants. Sans compter d'autres campus qu'on pourrait ouvrir dans les 2, 3 années à venir. Donc oui, on va se développer. Ça, c'est en tout cas, la feuille de route que nous avons écrite. Maintenant, comme je le disais, nous, on peut le faire ou on ne veut le faire qu'avec des écoles qui sont déjà beaucoup plus gros, qui ont une dimension nationale, voire internationale, parce que on pense qu'actuellement, si je prends l'exemple de Rouen, je pense que Rouen est très petite en fait, hein. C'est la plus grande métropole la plus proche de Paris. Et pour vous donner un exemple, là, depuis 1 an, nous avons pris 3 concurrents qui viennent s'installer, qui font exactement la même chose. Mais sauf que, enfin, à mon sens, hein, je pense que c'est risqué parce que le tissu économique rouennais, je pense, ne peut pas absorber tout l'effectif d'étudiants qui vont sortir. Et donc c'est pour cela que je pense qu'il faut plutôt réfléchir autrement pour ces écoles-là parisiennes. Est-ce que je vais ouvrir, donc from scratch, je vais créer une école, ou est-ce que je n'ai pas plus intérêt à réfléchir quelle est l'école qui est bien établie, pour nouer des partenariats, qui marche, et nouer des partenariats. Ça, c'est ma réflexion. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, mais après... Oui, parce qu'on l'a vu dans l'étude tout à l'heure, les établissements d'enseignement supérieur fleurissent et puis continuent de grandir. Il y en a qui se créent d'année en année, et la baisse démographique est là, donc il va falloir effectivement absorber toute cette demande. Donc l'idée, c'est de pouvoir nouer des partenariats effectivement soit avec des entreprises, soit avec d'autres écoles. Et on parlait de l'offre à l'instant. Est-ce que l'idée aussi, ce ne serait pas, et vous allez me dire ce qu'il en est pour vos établissements, d'offrir donc certes une offre très diversifiée et de pouvoir offrir un maximum de choses aux étudiants, mais aussi d'avoir peut-être des doubles diplômes, des duplications, j'allais dire, d'offres dans certaines villes pour que l'étudiant, quand il arrive chez vous, il se dise tiens, ça va être intéressant parce que je vais avoir une double labellisation dans tel établissement. Ah là, je fais du web, mais à côté, je vais peut-être avoir une formation un petit peu plus artistique ou de la communication et du commerce. Voilà, ça se fait déjà. Mais est-ce que c'est déjà des choses qui vont grossir, voire s'adosser privé-public? Parce qu'on voit déjà des écoles privées qui sont en partenariat avec des universités, par exemple. Voilà, quelle est la donne dans ce domaine-là? Quelles idées vous pouvez nous donner que vous avez déjà fait ou que vous allez faire? Pour ma part, le double diplôme, c'est la réflexion que nous sommes en train de mener avec Neoma, par exemple. On est en plein réflexion, on est en train de voir, parce que comme c'est une grande machine, hein, c'est une machine de guerre, nous, voilà, on est microscopique, donc il faut trouver voilà, un point où on peut... c'est assez compliqué, hein, c'est complexe. On ne veut pas non plus que ce soit un boulet pour nous et nous un caillou dans leurs chaussures. Donc il faut trouver le bon équilibre pour pouvoir se faire. Donc on est en réflexion et effectivement, c'est un bon axe de développement aussi. Hein. Qui veut rebondir?
Idem pour les universités espagnoles. Par exemple, en architecture, les étudiants, sur certaines universités, il y a certains étudiants qui peuvent obtenir un diplôme espagnol pour exercer en Espagne, mais aussi une certification qui s'appelle NAB, qui leur permet d'exercer par exemple aux États-Unis. Donc ça, c'est un véritable plus. Et au-delà de ça, ils s'adaptent aussi au niveau des langues. Donc ils proposent des enseignements en anglais, voire même en français sur certains cursus, ce qui permet aux étudiants d'avoir sur leur CV par la suite une certification comme quoi ils ont étudié dans différentes langues et d'être bilingues, voire trilingues. Alors je vais laisser Estelle pour la partie internationale. De notre côté, donc on a effectivement un double diplôme. La volonté, c'est de garder, d'essayer de fidéliser les étudiants le plus longtemps possible au sein de l'établissement. Donc après leurs 3 années de formation, ils ont la possibilité de suivre avec un master. Et ensuite, il y a aussi la partie université, partenariat avec des universités à l'international. Et puis voilà. Ouais. Les doubles donc labellisations aussi avec l'international. Avec l'international, on a notamment une convention du coup avec l'Espagne, avec l'université de Murcia, pour du coup un double diplôme, ce qui permet en effet aux étudiants en tout cas de leur ouvrir des possibilités à l'international, et puis d'avoir aussi une validation du coup dans un autre pays qui leur permet peut-être d'exercer ailleurs. Donc là, oui. Quand on parle de croissance également, croissance positive, baisse plutôt négative, donc un peu antinomique les deux termes, mais justement, il faut les réunir. Est-ce que vous réfléchissez aussi en termes de... On parlait tout à l'heure, les chiffres étaient assez éloquents de l'alternance et de tous les problèmes qui vont peut-être arriver avec l'aide de l'État, etc. Est-ce que vous réfléchissez aussi à mieux gérer ou optimiser ou développer ou créer, parce qu'il y a des établissements qui sont plus en avance que d'autres là-dessus, sur tout ce qui est inégalité, diversité, parce que quand on est étudiant, qu'on n'a pas forcément d'argent pour rentrer par exemple dans des établissements privés, on le sait, certains font par exemple des formations publiques au départ et rejoignent en admission parallèle des établissements privés, mais dès le départ, par exemple après le bac, est-ce qu'il y a des choses à développer là encore, les inégalités, le développement peut-être des bourses, et si vous n'êtes pas affilié aux bourses du Crous, dans quelle mesure vous pouvez les aider pour rentrer directement dans des formations et donner la chance à tout le monde de pouvoir faire ces études-là, puisque effectivement on sait que l'étudiant aussi est de force de constater qu'ils sont obligés évidemment de regarder la bourse, peut-être aussi c'est bien d'avoir des campus diversifiés en France au départ. Voilà, quelle est votre réflexion là-dessus? Alors, pour ce qui nous concerne, on n'a pas accès aux bourses. Par contre, on a mis en place, sur les mêmes critères sociaux que l'obtention des bourses, une réflexion sociale. Voilà, les étudiants qui sont dans le besoin nous fournissent les justificatifs, en tout cas, voilà, pour nous prouver qu'ils sont vraiment dans le besoin. Et là, on leur met une réduction sur les coûts. Nous avons mis en place aussi des partenariats avec les missions locales, avec la région, pour justement pouvoir faire financer le coût, en tout cas on va dire des études des étudiants qui ne pourraient pas le faire tout seuls. Quelqu'un veut compléter? Alors, en termes pour accompagner les étudiants, donc il est important aussi de parler de nouer de partenariats, en termes d'alternance, de nouer des partenariats avec les autorités locales. Alors, je vais parler pour le paramédical, mais de tisser des liens avec les établissements de santé à proximité, avec les autorités locales, pour développer l'alternance. Et ensuite, en termes de stratégie, ça va être de communiquer sur toutes les aides possibles pour pouvoir intégrer l'établissement. Ça va commencer par les bourses du conseil régional. On a un dispositif qui aide, mais ça représente moins de 10% des étudiants pour les aider si jamais ils ne peuvent pas financer leur formation. Et de communiquer vraiment, de mettre le paquet sur tout ce qui est l'État finance, l'aide il y a un investissement sur les ordinateurs. Voilà, de communiquer un maximum sur toutes les aides possibles pour pouvoir faire en sorte que les étudiants puissent intégrer l'établissement.
Est-ce que vous avez tous, hein, très souvent, voire tout le temps, des partenaires quand on voit les journées portes ouvertes dans les différents établissements, il y a toujours souvent une banque qui est là, un établissement bancaire, voire logement, etc. Mais parfois, c'est un minima. Est-ce que ça, c'est un axe de développement également? Ça pourrait être un axe de développement, c'est-à-dire plus que s'acoquiner, mais vraiment s'allier à des établissements bancaires qui feraient des vraies offres et pas qu'une comme ça dans l'année au ratio de ce qu'ils proposent, prêt étudiant à 0%, d'accord, mais quid du reste, et des offres de logement, parce qu'on l'a vu, hein, le problème aussi des étudiants, c'est que oui, même si les campus se déploient au niveau national, je ne vais pas pouvoir partir tout de suite à l'international, mais oui, mais moi j'habite là, comment je vais aller là? Est-ce que ce sont des axes d'amélioration que vous allez pouvoir développer, qui seraient une solution aussi pour attirer ces prospects? Alors nous, en tout cas, on l'a fait dans un premier temps pour l'international, pour les étudiants internationaux qui viennent à l'ISRP. On a monté des partenariats avec des résidences étudiantes qui nous permettent, qui permettent en tout cas aux étudiants d'avoir des réductions sur les frais de dossier, ce qui permet d'avoir un coût un peu plus bas. On a aussi établi un partenariat bancaire. Et puis on essaie aussi d'élargir ces offres à toutes les activités extrascolaires qu'il peut y avoir. Donc ça peut être dans le domaine du sport, ça peut être au niveau de la restauration aussi. Alors ça, on ne l'a pas encore mis en place, mais essayer de négocier des réductions dans les restaurants alentours ou dans les salles de sport ou ce genre de choses. Donc on essaie de vraiment structurer une offre globale pour les étudiants internationaux, mais à terme, l'idée de l'ISRP, c'est de la structurer pour l'ensemble des étudiants en France. Parce que quand on discute avec les étudiants, ce n'est pas rare qu'ils nous disent je trouve plus facilement me loger avec mon partenariat à l'international, parce que c'est inclus dans la formule. J'ai pris la formule complète, j'ai mon logement. En revanche, quand je veux étudier en France, là, et notamment à Paris, là, c'est un secret pour personne, à Paris encore plus qu'ailleurs. Par exemple, là, quand on est en province, même si on est aux portes de Paris, est-ce que c'est pas un axe de développement de se dire, tiens, pourquoi on ne créerait pas un espace nous-mêmes de logement? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un axe de développement là aussi pour les établissements ou pas? Alors, nous, de notre côté, on n'a pas de résidence universitaire, si je ne me trompe pas. Hein. Non, pas. Par contre, on essaye on l'a fait, on essaye de nouer des partenariats avec des entreprises qui sont dans le domaine du social et du solidaire. Donc on a noué un partenariat avec Colette, vous irez voir sur le site, et en fait ça permet à des étudiants de pouvoir loger avec une personne âgée, et donc du coup d'habiter par exemple en région parisienne, dans des régions qui sont difficiles d'accès, et de pouvoir suivre leurs études. Donc ça c'est un exemple concret, et il faut vraiment aller chercher au niveau de ces pistes-là, parce que les étudiants ont vraiment besoin de ça, et ils le prennent vraiment bien, quoi. Voilà. Du côté des universités en Espagne, alors c'est complètement opposé à ce qu'on peut avoir en France. Il y a des résidences étudiantes au sein des campus, mais c'est hors de prix. On est autour des 2 000 € la chambre de 10 mètres carrés, donc plus cher même qu'à Paris. Ce qui fait que des agences comme les nôtres, on essaye de créer des partenariats avec des agences immobilières ou autres pour aider les étudiants. Et ensuite, on passe aussi par des programmes comme Magma, où on a nos ambassadeurs qui peuvent aider les étudiants à trouver un logement par la colocation, par des offres qu'ils mettent sur un groupe Facebook. Voilà. 2 000 €. Nous, on n'a pas travaillé sur cet axe-là pour une simple raison. On est en plein centre-ville de Rouen. Il y a une foultitude de résidents étudiants privés. Donc, il y a une belle offre. Et donc des résidences qui viennent nous voir pour déposer leurs plaquettes, qui se font connaître. J'avoue que là, on n'a pas accès, on n'a pas réfléchi en tout cas sur cet axe-là. Mais parce qu'à Rouen, c'est une ville qui est très étudiante, qui bouge beaucoup, et l'offre est là. Je pense qu'ils n'ont pas de problème. En tout cas, les jeunes n'ont pas de problème pour trouver un logement. En tout cas, pas en ce moment. Ça va venir peut-être avec la crise. En 2050. Mais voilà. On n'y est pas encore. Autre question qu'on a vu apparaître dans l'étude tout à l'heure, et qui est vraiment attrait à la baisse démographique et tout ce qui va se passer d'ici 2050, c'est cette fameuse alternance dont on parlait, parce que voilà, ça a explosé quand la prime d'État est arrivée, puis ça change encore. Là, il y a
prime. Là, en juillet, il va y encore avoir des changements par rapport à ces aides dans les entreprises. Est-ce que ça, c'est un axe également que vous regardez à la loupe dès aujourd'hui, où vous vous dites, bon, on verra ça plus tard, ou au contraire, parce que s'il y a quid de la prime étatique qui va arriver, des aides. Tout à l'heure, on parlait avec une intervenante, et même des aides pour les étudiants en situation de handicap qui sont tout simplement été supprimées du jour au lendemain. Voilà, donc comment on peut penser croissance si on se dit qu'il y a un axe qui est aujourd'hui très important pour les établissements qui font de l'alternance, c'est un axe extrêmement important. Comment on peut se dire cet axe-là risque de s'amoindrir, voire on n'espère pas, mais ça peut disparaître au fur et à mesure. Parce qu'effectivement, les entreprises qui n'ont plus de primes, voilà, comment nouer ces partenariats, comment les séduire de nouveau. Et voilà, les étudiants n'ont pas forcément ce discours, ils ne l'entendent pas, mais les entreprises, si. Donc voilà, comment vous faites par rapport à ça? Les écoles aussi. Et les écoles surtout. Les écoles aussi. Alors ça, c'est vraiment le point où, mais très, très, très important. Enfin, je pense que toutes les écoles se posent la question, si l'aide vient à disparaître, qu'est-ce qu'on va devenir en fait, hein. Là, on se rend compte que maintenant, en tout cas pour ma part, on a plus de 80% de nos étudiants qui sont en alternance. S'il n'y a plus d'aide, on va tomber à combien de pourcentage? Et est-ce que les entreprises vont suivre? Donc ça, c'est une menace, hein. Si on fait le SWOT, c'est vraiment la menace de l'État. Il n'y a plus d'aide, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a peut-être développer l'initial, par exemple, pour absorber le gap, le manque à gagner. Mais vraiment, là, je vous le dis, je pense que toutes les écoles se posent la question et je ne pense pas qu'il y en ait qui ont la réponse, hein. À part développer, ben, la seule solution, c'est d'être autonome, en tout cas d'être libre par rapport à l'État. Et pour être libre, ça veut dire qu'il faut développer l'initial. Là, c'est entre moi, le commerçant, et mon client, le vendeur. Il n'y a pas l'État qui intervient. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, là, si encore il faut réfléchir, là déjà, ils ont commencé à raboter. Parce qu'il n'y a pas que ça, hein. Il y a non seulement l'aide, mais aussi il y a le coût les coûts contrats, des OPCO, qu'il faut aussi, qu'ils vont revoir. Ben, il faut faire avec, il faut réfléchir, trouver d'autres leviers. D'autres leviers, c'est quoi? C'est est-ce qu'il faut développer l'initial? Nous, en tout cas, on y réfléchit. Développer l'initial, mais ça suppose aussi avoir en face des clients qui sont capables de débourser X milliers d'euros pour pouvoir s'inscrire. Est-ce que l'une des solutions, c'est pas une des solutions, une des idées sur lesquelles les établissements peuvent réfléchir, j'ai entendu cette idée il n'y a pas si longtemps, mais c'est un coût évidemment, mais c'est vraiment d'optimiser, de faire exploser les partenariats avec les entreprises, avec le discours de dire, vous les entreprises, vous avez besoin de ces étudiants-là, en alternance chez vous, c'est vraiment la personne que vous allez recruter à l'issue de cette alternance, puisque on le sait, le chiffre est national, plus de 50% d'étudiants en alternance aujourd'hui restent dans leur entreprise d'accueil, non pas parce que les entreprises virent les 50 autres pourcents, mais c'est parce que les étudiants eux-mêmes s'en vont voir de nouvelles aventures, ils veulent changer d'entreprise. Donc est-ce qu'il n'y a pas une optimisation, un développement des partenariats avec les entreprises en disant mais c'est vos futurs salariés sont là, donc à vous de mettre la main au panier pour pouvoir garder cette alternance sans être forcément... Bien sûr, c'est ce que je pense que toutes les écoles y ont pensé. On essaie de nouer des partenariats, de signer des conventions avec les entreprises pour les fidéliser. Parce que aussi, le client, quand je parle client, c'est l'étudiant qui me paye, mais aussi c'est l'entreprise. Et donc, effectivement, on essaie de nouer des partenariats avec les entreprises, de signer des conventions, mais il faut après être factuel, hein. Ça fait 4 ans que l'entreprise, à chaque fois qu'il recrute en alternant, on lui donne 6 000 euros, 8 000 euros avant, 6 000 euros maintenant. Donc là, et puis, on est en train de parler de quelle entreprise? Les grandes entreprises, il n'y a pas de problème. Même sans l'aide, ils vont continuer à recruter des alternances. Ils avaient déjà cette politique-là de faire ça. Mais il y a de très petites entreprises qui ont besoin d'alternants, mais quid s'il n'y a plus d'aide? Mais ils ne vont pas prendre d'alternants, tout simplement, parce que ça leur coûte de l'argent. C'est vrai, je me permets de rebondir. Du coup, je prends la parole pour notre directrice de l'alternance qui organise tous les ans du coup, un job dating au sein de l'établissement qui fait venir des établissements de santé qui ont besoin d'alternance. Et là, cette année, ça a été assez novateur. Donc, il y a eu un job dating pour l'alternance, mais on a aussi organisé un job dating
pour l'après-alternance. Donc l'idée, alors je pense qu'il y avait les mêmes établissements de santé. Et en fait, l'idée, c'est de, en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est peut-être de séduire ces établissements en leur disant, si vous recrutez ces alternants, derrière, on peut, ces étudiants-là pourront rester chez vous. Alors notamment, nous, c'est une, je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais dans le domaine de la santé, il y a une pénurie, du coup, en termes de recrutement. Et donc l'idée, voilà, c'est vraiment de fidéliser ces établissements et que derrière leur faire comprendre que l'alternance est une solution pour le recrutement derrière. Et donc du coup leur faire comprendre que voilà, s'il y a un coût supplémentaire pour recruter un alternant, derrière ils seront malgré tout gagnants pour un recrutement à long terme du coup dans leur structure. On parlait tout à l'heure de l'offre diversifiée des programmes, des doubles diplômés, etc. On parlait d'hybridation aussi au tout début. Est-ce que l'hybridation, là aussi, c'est un axe fort de développement pour vous, à vos yeux, sachant que la donnée de l'étudiant qui a été confiné en crise sanitaire en a ras-le-bol d'être chez lui à suivre les cours, et puis finalement, de façon complètement antinomique, c'est le même étudiant qui va demander à être embauché avec au moins 2 jours de télétravail par semaine dans son entreprise. Voilà. Comment vous gérez à la fois cet axe de croissance, parce que c'est vrai que l'hybridation, c'est aussi un axe de croissance, avec l'antinomie de ce jeune, de cet étudiant qui peut dire « Ah oui, mais moi, je ne vais pas rester 2 jours chez moi à suivre des cours alors que je peux venir sur le campus. » Voilà, ou pas. Comment est-ce que c'est déjà un levier de croissance pour vous, vraiment, ou est-ce qu'il y a du changement dans l'air par rapport à ça? Alors, oui et non. Là, je vais faire une réponse normande. Une réponse normande. Non, oui et non. Alors, oui, il faut. La Covid nous a montré que voilà, on peut digitaliser certains cours. Il y a certains cours dont il n'y a aucune valeur ajoutée, qu'il soit présent ou le prof. C'est pas possible, c'est pas intéressant. Mais par contre, quand on fait des enquêtes et qu'on questionne les étudiants, ils ont besoin d'être présents. Ils ont besoin qu'il y ait des profs devant eux. Ils ont besoin qu'il y ait le staff derrière eux. Donc si vous digitalisez 50%, 60%, voire 80% pour certaines écoles des cours, je vous donne un exemple. J'ai une de mes étudiantes hier, ça c'est factuel, qui voulait partir faire un master chez la concurrence et qui s'est rendu compte qu'il y avait 80% des cours qui étaient en distanciel. Elle m'a dit non, monsieur, je reviens. Ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est pour ça que je dis oui et non. Effectivement, si la réalité, le marché fait de telle sorte que vous êtes obligé de digitaliser des cours, vous le faites, vous n'allez pas contre le marché. Le marché va vous imposer même de changer les pratiques. Donc, on va y aller petit à petit. Mais là, actuellement, non, je ne pense pas qu'il faille digitaliser tous les cours. Mais il faut le faire, en fait, à petite dose, en fait. Il y a certains cours dont il n'y a aucune valeur, que les étudiants soient là ou qu'on mette quelqu'un devant eux. Après, je vais me faire l'avocat du diable, évidemment, sinon c'est pas drôle, parce qu'en plus, il existe des établissements 100% digitalisés. Mais est-ce que c'est pas aussi quand même une solution de se dire, quand je suis étudiant, tiens, j'habite à Ussel en Corrèze, donc un peu casse-pied au niveau des transports, etc. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais je veux quand même suivre un master, une licence. Tiens, j'ai une école qui me propose un programme online. Est-ce que l'un des axes, ça pourrait pas se dire, vous allez me dire, si je me trompe, si c'est possible ou pas, de créer la même offre, de proposer ces mêmes offres online. C'est-à-dire, vous pouvez suivre ce diplôme, évidemment, et surtout en présentiel chez nous. Mais si vous êtes au fin fond de la Corrèze ou je ne sais où, j'ai rien contre la Corrèze, j'adore. Mais voilà, est-ce que je peux suivre ce master en même temps que les autres? Ce master, cette licence, ce BTS, peu importe. Alors, on parle de blended, etc. En fait, il faut un mixte. Quoi qu'il en soit, il faut un mixte. Maintenant, je vais vous poser la question, excusez-moi. On parle de la génération Covid. C'était quoi le mal de cette génération Covid? Un manque de relations sociales. Cette génération, les jeunes qui ont vécu la Covid, c'est-à-dire qui passaient le bac ou qui étaient avec nous, mais ils sont complètement perdus. Ils sont perdus. Et c'est parce que tout simplement, il n'y avait pas ce relationnel-là, il n'y avait pas ce contact. Et là, on dit, maintenant, il faut créer une école où ils ne voient personne. Personnellement, j'y crois pas. Oui, mais en 2050, ça va être une autre génération. Oui, ce sera une autre... Oui, mais
il faut préparer 2050 maintenant, mais en tout cas, là, à date, j'y crois pas. L'idée, c'est quand même de fidéliser, comme on le disait tout à l'heure, de fidéliser les étudiants sur plusieurs années. Et c'est vrai que nous, on remarque que quand ils commencent sur un cursus en ligne, on en perd. On en perd et derrière, au bout de 6 mois, ils arrêtent et puis ils finissent pas leurs études, ils finissent pas leur master. Et c'est une perte derrière, donc c'est un gros investissement pour nous. Mais derrière, voilà, ils suivent pas. Et est-ce que suivre des cours en distanciel, en 100% distanciel, est-ce que ça répond vraiment aux besoins du marché? C'est-à-dire qu'on forme des jeunes qui vont entrer en entreprise et qui vont devoir vivre en entreprise avec des collaborateurs. Je ne sais pas si c'est vraiment compatible. Et après, il y a l'exception. Nous, je ne sais pas si on est exception, mais en tout cas, on est dans le paramédical. Et donc, la formation ne peut de toute manière pas être en 100% distanciel, ce n'est pas possible. J'imagine que dans le management ou dans le commerce aussi, c'est pareil, il y a des travaux de groupe à rendre. Il y a des choses où, effectivement, comme le disait M. Dia et même Estelle, les étudiants ont besoin de fédérer, ont besoin d'échanger ensemble. Il y a la proximité, c'est super important, sinon... Juste une dernière chose, j'ai remarqué, j'ai eu bien évidemment, j'ai été en contact avec des étudiants qui m'ont dit qu'ils ont fait une école full web, enfin full distanciel. Et souvent quand vous leur posez la question, vous creusez un peu plus, vous vous rendez compte que c'est la même, c'est la même cible en fait. Ils n'ont pas réussi à trouver une formation avec l'alternance qui allait avec. Ils se sont dit, bon, au lieu de perdre une année, je vais faire une formation sur Internet. Je ne suis pas en train de dénigrer, bien évidemment, les confrères qui font du full. Non, ce n'est pas ça. Je dis juste qu'il y a une limite qui est fondamentale, qu'il faut en prendre en compte, qu'on a besoin de contact social, de relations sociales, et la Covid nous a montré ça. Et nous l'avons vécu avec nos propres étudiants qui se sentaient mais complètement perdus. C'était des étudiants à ramasser avec la petite cuillère, en fait. Mais vraiment, ils étaient très, 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 très mal. Pourquoi? Parce qu'on ne les voyait plus. Et ils ne voyaient plus leurs copains, il n'y avait plus rien. Cela dit, dans les années à venir, ça pourrait être aussi une hybridation, alors non pas de programme, mais aussi peut-être d'établissement. Je vais faire 2 ans en présentiel dans un établissement. La 3e année, je vais la faire 100% en digitalisé parce que je vais prendre une spécialisation à droite, à gauche, et j'ai besoin d'avoir ça parce que je vais faire des choses à côté. Voilà, ça peut être aussi une hybridation, j'allais dire, finalement, d'établissement. Il y a un équilibre de toute façon à trouver. L'équilibre, on ne l'a pas encore, mais... peu importe, il faut trouver un équilibre. Effectivement, il faut leur apprendre à travailler de chez soi. Il y a le télétravail qui existe maintenant et qui est démocratisé. Effectivement, on le voit maintenant en entretien d'embauche. La première chose qu'ils demandent, c'est combien de jours de télétravail j'ai. Donc, il faut mettre cet élément-là sur la table. Mais donc, il y a un équilibre à trouver. Peut-être dernière question avant de passer aux questions. Quand on parle de croissance, donc aujourd'hui, demain et jusqu'en 2050 et au-delà, on sera encore là normalement, comment on peut mieux communiquer? Parce qu'on parle de croissance, vous avez tous des axes de croissance, des leviers en tête, la multiplication de plein d'actions, mais comment on en parle de tout ça? Est-ce que vous avez changé des choses dans votre communication? Est-ce que vous allez changer des choses dans la communication? Alors évidemment, ça implique tout, c'est-à-dire le print, les réseaux sociaux, la présence au JPO, etc. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous allez vous dire « Ah, ça, je l'optimise à fond parce que je vois que ça fonctionne ». Est-ce que dans 5, 10, 20 ans, il y a autre chose qui va fonctionner? Voilà. Est-ce que c'est un axe de croissance pour vous, cette façon de communiquer ou pas? Pour les universités espagnoles, c'est surtout, je reviens au système des langues, ils misent beaucoup sur l'enseignement dans la langue natale de l'étudiant. Pour attirer des étudiants français, ils proposent des cursus en français. Ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite mettre en avant, nous, parce que pour nous, en tant qu'agence, quand on part étudier en Espagne, il faut étudier en espagnol et apprendre l'espagnol. Mais aujourd'hui, les étudiants recherchent, ça les rassure en fait, de pouvoir partir à l'étranger, certes, mais rester sur leur langue maternelle, en fait. Et les universités espagnoles déploient de plus en plus ça, et au niveau de leur communication, ils mettent le paquet sur venez enseigner, étudier en français, mais en Espagne. Voilà, la qualité de l'Espagne avec la possibilité d'étudier en français. Mais il y a quand même les langues étrangères qui continuent d'être enseignées à côté, genre espagnol, anglais et autres. D'accord. Alors, comment on va communiquer? La communication déjà va être différente par le fait qu'on se doit aujourd'hui, notamment par exemple avec Calliope et autres,
d'être transparent. Donc il faut vraiment être transparent sur toutes nos offres, sur l'Institut ou les établissements. Et il faut aussi beaucoup s'appuyer sur, en tout cas je pense que c'est un point fort et un point essentiel, sur le réseau des ambassadeurs et sur les étudiants qui sont aujourd'hui dans l'établissement et qui n'y sont plus, que ce soit par être ambassadeur au sein de l'établissement ou après, une fois diplômé, et faire partie d'un réseau d'anciens. Et ça va permettre en fait de pouvoir apporter des testimoniaux, des témoignages qui sont importants parce que cette nouvelle génération, a besoin d'avoir en face la réalité. C'est-à-dire qu'on peut faire du beau, on peut être présent sur des salons avec des super stands, avec tout ce qu'il faut à côté. Mais si le discours n'est pas vrai, je pense qu'aujourd'hui, et dans les années à venir, pour moi, c'est un vrai enjeu en fait. C'est un véritable enjeu. Non seulement c'est un vrai enjeu, mais on le voit en fait. C'est-à-dire que tout se sait maintenant. Tout se sait. On ne peut rien cacher. Calliope a fait un bien fou. En fait, maintenant, il faut être transparent. Et nous, on mise énormément sur l'accompagnement des étudiants, c'est-à-dire de chaque étudiant. C'est pour cela, tout à l'heure, je parlais pas de faire de petits campus. Ça suppose on connaît les étudiants par leur prénom et leur nom. On les connaît tous. On peut les suivre de façon individuelle. Et après, leur laisser la parole. Et on le voit avec Magma qui cartonne, hein, pour nous en tout cas, qui fonctionne depuis qu'on l'utilise. L'ambassadeur, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de recommandations, mais on a une recommandation que parce que l'expérience de façon globale, alors je ne vais pas parler expérience comme notre... Surtout qu'on en parle de la conférence d'après. Tout à l'heure, en fait, parce que il a parlé de l'expérience de façon globale en parlant aussi de l'expérience au niveau de la vie, etc. Moi, je parlais de l'expérience juste au niveau de l'école. Il faut que ce soit optimum. Il faut que tout soit optimum. Et donc, là-dessus, si on veut en tout cas continuer à avoir une école qui marche, qui fonctionne et une belle notoriété, il faut s'occuper de ses clients en fait. Je parlais, à chaque fois je prends cet exemple-là, je ne suis qu'un commerçant et si je veux, et les étudiants, ce sont des clients. Là, je parle business ou marketing, peu importe. Et il faut absolument qu'on s'occupe de ces clients-là, en tout cas de ces jeunes, pour qu'ils puissent nous recommander à d'autres qui vont devenir encore étudiants. La boucle est bouclée, c'est-à-dire optimiser les acquis pour pouvoir mieux croître ensuite. Ouais, une dernière chose aussi, il y a le fait de mettre le maximum sur l'offre de programme, mais aussi les enseignants. C'est-à-dire communiquer sur le fait qu'il va falloir se différencier déjà des autres. Et c'est de communiquer déjà dans un premier temps sur l'offre de programme qui est diversifiée ou qui... voilà, avec des choses en plus, mais aussi communiquer sur le fait qu'on dispose de corps d'enseignants qualifiés et communiquer aussi beaucoup sur l'innovation pédagogique. Alors c'est un mot qui peut englober tout et voilà. Mais c'est vraiment, voilà, c'est ça, outils pédagogiques, outils technologiques. Après, ça peut être dans le RSE aussi, puisqu'on voit que ce sont des générations qui ont besoin d'intégrer des établissements, et même dans leurs valeurs propres, elles ont besoin de savoir pourquoi elles y sont. Et c'est peut-être aussi communiquer sur le RSE, sur toutes les actions mises en place pour faire en sorte que les clients se sentent bien et fiers d'appartenir à nos établissements. Donc, optimiser tous les points de contact avec les étudiants doivent être listés, hiérarchisés et optimisés.